Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Tom Conan. Tout simplement, vous dire un grand merci, vous qui prenez tant de risques pour sauver nos vies. C'était une chanson de remerciement aux soignants au moment du premier confinement de notre ami le chanteur basque David Olaïtzola. Il y avait même d'ailleurs Jean Lassalle qui intervenait dans cette chanson. C'était un hommage magnifique à nos soignants. Oui, on l'a pas entendu, c'est normal. Absolument. Et si l'épidémie, non, c'est pas ce moment-là qui parle. Et si l'épidémie de Covid avait donné l'estocade à l'hôpital public, c'est ce qui ressort d'une enquête du Figaro. Dès le 5 octobre, l'alerte avait été lancée par le conseil scientifique, dirigé par le professeur Delfrécy, qui estimait que 20% des lits des CHU et CHR de l'Hexagone étaient fermés, faute de soignants pour s'en occuper. L'absentéisme est de 10%, tandis que 10 à 15% des postes de soignants sont vacants sur tout le territoire. Un mal qui ne va pas s'améliorer puisque, je cite, « il y a des démissions dans tous les sens », selon le président de la Fédération hospitalière française, Frédéric Valtou. Conséquence des burn-out qui poussent les personnels à démissionner. Si on ajoute les soignants qui ont dû arrêter de soigner pour cause de non-vaccination, la coupe est pleine, d'où notre grand débat. Manque de soignants, lits fermés, veut-on la fin de l'hôpital public? Et pour le moment, vous êtes 94,6% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Véran a déclaré il y a quelques minutes, je cite, « pas 20% de lits fermés ». Il dit que c'est faux. Que répondez-vous? C'est dur d'avoir un résultat national. Ce qui est certain, c'est que dans tous les hôpitaux de France, que ce soit des grands CHU ou des petits hôpitaux ou des EHPAD, il manque des postes d'infirmiers, il manque des postes d'aides-soignants, qu'il y a eu une vague de départ depuis le 1er juin de soignants dégoûtés par rapport à la dégradation continue des conditions de travail, au fait qu'on est quand même confronté au seul gouvernement du monde qui continue à fermer des lits en période épidémique pour faire des économies sur la santé. Donc pour nous, c'est incompréhensible. Et beaucoup de soignants ont l'impression que demain sera pire, donc ils préfèrent partir. Philippe Bilger. Thierry Amourou, la seule chose que je discute, mais de manière très urbaine, j'espère, c'est la question de Sud Radio, parce qu'elle laisse croire qu'il y a eu un dessein pervers de la part du gouvernement. Et il me semble que je vous coupe, ça date peut-être pas d'aujourd'hui, ça date peut-être de plusieurs années. Justement, mon cher Philippe, si vous me permettez de prolonger ma pensée au lieu de vous approprier la mienne, parce que je vais commencer par être inquiet. Non, mais sérieusement, alors que je vais peut-être être plus sévère, j'ai l'impression que c'est un amateurisme total qui n'a jamais pris en compte la terrible pauvreté de l'hôpital public, même après l'irruption de cette épidémie, comme si en réalité il demeurait aveugle et sourd, comme ça, à ce qui aurait été nécessaire. Est-ce que, à votre avis, ça n'est pas la bonne explication? Thierry Amourou. En fait, il y a une volonté de fermer des lits de manière très importante en France depuis 20 ans. Et ils en ferment des milliers chaque année. Et ils n'ont pas arrêté avec la vague Covid. C'est-à-dire que c'est tout le divorce entre les soignants et la bureaucratie de la santé. C'est-à-dire que pour nous, on a vraiment cru, après cette première vague qu'on s'est pris de plein fouet, qui a broyé beaucoup de collègues parce que ça nous a conduit à des choix terribles. Lorsque vous aviez 3 personnes qui nécessitaient de passer en réanimation lors de la première vague et que vous n'aviez qu'un seul lit, eh bien les soignants restaient avec les 2 autres et les accompagnaient jusqu'au bout. Et ça, quand vous vivez ça jour après jour pendant des semaines, ça entraînait beaucoup de burn-out, de dépression. Certains collègues ont même été en stress post-traumatique. Donc on pensait vraiment qu'il y aurait un monde d'après, au moins sur la santé.
Tom Connell veut réagir et après Caroline Pilastre. Et effectivement, moi je me rappelle, avant l'épisode du Covid, quelques mois auparavant, j'avais eu un petit accident, j'avais été emmené aux urgences dans un hôpital parisien, j'avais attendu pendant 7 heures dans des conditions d'ailleurs assez compliquées. Moi j'avais pas un cas très grave heureusement, mais il y en a d'autres à côté de moi. 7 heures d'attente, c'est quand même très long, excusez-moi. C'est la patience, pas les urgences. Ensuite ça s'est prolongé jusque dans la nuit. Et effectivement à l'époque, donc c'était bien avant le Covid encore une fois, il y avait des affiches partout dans les locaux qui d'ailleurs étaient dans un état absolument déplorable, qui montraient qu'il y avait des grèves parce qu'il y avait des conditions de travail qui étaient très difficiles, parce qu'il y avait des agressions, parce qu'il n'y avait pas, c'était le matériel qui manquait, ou s'il y avait en tout cas des conditions même de sécurité qui n'étaient pas satisfaisantes, etc. pour pouvoir exercer leur métier normalement. Et effectivement d'ailleurs, j'ai pu ensuite le constater, puisque 7 heures plus tard, quand je suis enfin allé dans le box en question avec des gens absolument parfait au niveau des aides-soignants ou des médecins, effectivement il y avait des personnes notamment qui rentraient de manière intempestive, des gens dans des états alcoolisés, ce genre de choses, qui venaient insulter le personnel, etc. Donc effectivement les conditions de travail, la première chose que j'avais dite à l'aide-soignant qui était venu me voir, c'était mais comment est-ce que vous faites pour travailler dans des conditions pareilles? Alors donc derrière sans doute manque de moyens, encore une fois peut-être au niveau je sais pas, vigile, nombre de personnes, ou les locaux eux-mêmes qui sont peut-être inadaptés, qui me semblent être très vieillissants aussi. Moi je suis pas du tout un expert concret de ces choses-là, mais ce qui est certain, c'est effectivement que ça, c'était quelque chose de très visible déjà avant l'épisode du Covid, et donc ensuite effectivement c'est sans doute prolongé. Mais donc il faudrait pas associer les deux en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien qui participe d'une politique bureaucratique. Thierry Amouroux, il y avait déjà des mouvements de soignants avant même la crise du Covid. Oui, tout à fait. Avant la crise du Covid, il y avait déjà des mouvements de soignants pour lutter justement contre les fermetures de petits services d'urgence, de petites maternités, de petits hôpitaux locaux, de services de chirurgie, etc. Parce qu'on voyait bien les conséquences. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque il vous faut 1 heure et des dizaines de kilomètres pour atteindre un service d'urgence, ça a des répercussions très importantes parce que chaque minute compte. Lorsque vous avez un problème cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, et ça pour nous c'est inadmissible. Les gens qui attendaient 1 heure ou 2 dans des petits services d'urgence, maintenant qu'il y a des immenses services d'urgence, ils attendent 10-12 heures et parfois ils restent plusieurs jours sur des brancards faute de lits disponibles dans les étages. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. Et voir que dès le 11 mai 2020, la fin du premier confinement, les gestionnaires sont revenus avec leur petit tableau de bord pour nous dire, on reprend les plans d'économie, ça a été terrible pour nous. Et donc, il y a 7500 lits qui ont été fermés en 2020. En 2021, nous avons encore dû subir 1,4 milliard d'économies sur les hôpitaux, ce qui a entraîné des fermetures de lits et des suppressions de postes. Donc, on n'en peut plus, quoi. Les soignants ne veulent pas travailler dans des conditions où les patients sont mis en danger par le sous-effectif, donc ils préfèrent partir. Caroline Pilastre. On ne peut évidemment que vous rejoindre, monsieur, mais ça fait peur parce que le personnel démissionne, on manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque d'aides-soignants, ce sont des gens qui sont au bout du rouleau parce que corvéables à merci. Il faut revaloriser leur salaire. Moi, je me pose une question, en tant que citoyenne qui paye des impôts, où vont nos impôts? J'aimerais bien le savoir à un moment donné, parce que la crise de la Covid, une fois de plus, à bon dos. Les applaudir tous les soirs, ça coûte rien, mais nous, on n'est pas responsables. Nous ne sommes pas les gouvernements successifs qui, eux, ont les solutions, parce que eux ont les cartes en main depuis tant d'années, mais ne font pas d'efforts. Donc, il y a un moment donné, il y a beaucoup de bureaucratie, tout le monde l'a dit. Moi, je pense qu'il faudrait supprimer beaucoup de postes de fonctionnaires, de techno à l'hôpital, parce que cette hiérarchie, cet organigramme est insupportable, ne serait-ce que budgétairement, mais pour remonter aussi les différentes informations, parce que vous avez tellement de strates, on en revient à la paperasse française, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de fond, et on n'a plus à se targuer en France d'être un pays en avance au niveau médical, parce que c'est plus le cas. Quand Tom donnait l'exemple d'attente des 7 heures aux urgences, moi j'ai des gens autour de moi qui doivent passer à des gros examens et qui n'ont pas réussi en région parisienne à avoir un rendez-vous avant mi-décembre. Donc ça veut dire qu'il y a plein de cas qui ne vont pas être traités. On sait très bien qu'avec justement toute cette fermeture de lits, il y a des gens en chimio et des opérations qui sont reportées. C'est un scandale. Moi je suis
suis catastrophée par l'état de notre pays en ce moment, et l'état sanitaire en fait partie en priorité. Justement, Thierry Amourou, avant d'aller au 0826 300 300, comme l'a dit Caroline Pilas, il n'y a pas un problème de trop d'administratifs en France dans l'hôpital? Je crois que c'est 35%, c'est ça? Très, très clairement, lorsqu'on compare la France et l'Allemagne en données Eurostat pour 1000 habitants, en France, nous avons que 5,9 lits, l'Allemagne 8. Pour 1000 habitants, la France a 10 infirmières, l'Allemagne 13. Par contre, la France a 35% d'administratifs en plus. Ce qui est quand même complètement fou, parce que quand on va à l'hôpital, le but c'est d'être soigné, pas de rencontrer un administratif. Mais je crois que la France est très douée pour faire surgir de l'administration. Je l'ai connu dans le judiciaire. Vous me permettez de poser une question juste? Est-ce qu'au fond, ce gouvernement et les autres, puisque vous avez donné raison bizarrement à Philippe David, Thierry Amourou, c'est que pour les gouvernements de droite ou de gauche, la santé a toujours eu un prix? Oui, oui, c'est sûr. On a enchaîné les plans d'économie depuis 20 ans. Et lorsqu'on compare encore une fois la France et l'Allemagne, on voit bien que la France est très en dessous. C'est pas digne de la 5e puissance mondiale. Lors de la première vague, si on a eu autant de décès en France, c'est parce que nous avions 5 fois moins de lits de réanimation. La France, on a 5 000, l'Allemagne, on avait 25 000. Donc, on n'a pas pu faire face, très, très clairement. Alors qu'il y a un écart de population de 11 millions, 12 millions d'habitants. Oui, mais je vous ai donné les chiffres pour 1000 habitants. Ah d'accord. Okay. Mais vous savez, monsieur, on se dit que si on a les réseaux et l'argent, on peut être soigné. Alors, si ça n'est pas le cas, on ne peut pas. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que en fait, la bureaucratisation dans n'importe quel type de société, ça a été prouvé dans les sciences sociales, en histographie notamment, c'est que lorsqu'il y a ce type de système, des inégalités augmentent, parce qu'effectivement, certaines personnes qui sont un peu en haut de l'échelle sociale, effectivement, vont pouvoir avoir des comportements de passagers clandestins, donc effectivement avec des contacts personnels, avec des médecins plus efficaces qui vont effectivement pouvoir les recevoir en urgence et ensuite éventuellement leur trouver une place dans une clinique privée, etc. Alors tout ça a un coût évidemment, mais effectivement moi je me rends compte, par exemple, j'avais eu il y a pas très longtemps, parce que j'aime bien donner des éléments concrets, un problème d'urgence dentaire assez relativement grave il y a quelques mois, et effectivement via ces réseaux-là, en quelques heures, j'ai pu trouver tous les rendez-vous et avoir les traitements qu'il faut. Justement, réel, ça, hein. Et là on va au 0826 300 300. Thierry Amourou, comme le disait Caroline Pilastre et Tom Conan, il n'y a pas une médecine maintenant à 2 vitesses, voire même à plus, pour les riches et pour les pauvres? Ça a toujours existé. Effectivement, les gouvernants qui prennent les décisions vont rarement à l'hôpital public de manière classique. Chaque fois que vous avez des politiques qui viennent dans un hôpital, vous avez des renforts de personnel qui sont mis de façon à ce que tout paraisse mieux qu'il en est réellement. On part au 0826 300 300 direction Paris. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que pour vous, on veut la fin de l'hôpital public? Pour moi, je rejoins un peu ce que disait Monsieur Pilchard. C'est pas une volonté, c'est pas spécialement. C'est juste de ce que je ressens de mon expérience avec l'hôpital public, c'est qu'on n'a tout simplement pas fait évoluer l'hôpital public dans le monde moderne. On est toujours sur j'ai l'impression, un modèle des premiers hôpitaux. D'un schéma de fin du 19e siècle, avec tout le personnel de l'hôpital qui travaille dans l'hôpital, y compris, comme on disait, les personnels administratifs. Il n'y a pas du tout de revue de ce modèle. On pourrait mutualiser les personnels administratifs entre plusieurs hôpitaux. Maintenant, le travail administratif peut très bien se faire de manière délocalisée, tout en gardant le statut des personnels, c'est pas la question, mais on duplique, je pense, beaucoup de postes. Il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là. Il y a aussi, au niveau de la crise sanitaire, on a vu que je trouve qu'il n'y a pas d'interaction avec le privé. Donc, je ne sais pas, on pourrait par exemple faire des examens dans le privé plutôt que d'attendre 2 jours qu'il y ait une place au scanner. Enfin, on est resté, je trouve, sur un modèle de l'hôpital public qui est vraiment aussi bien au niveau de
des murs, c'est-à-dire qu'on reste dans les murs de l'hôpital et rien ne sort rien n'est fait à l'extérieur. Et du coup, on comprend qu'il y a un besoin de maîtriser les budgets, mais ça pourrait être fait de manière plus intelligente et aussi en s'appuyant sur le privé et en modernisant certaines fonctions, en mutualisant des postes. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'on est toujours... Alors, Nadia, on vous remercie beaucoup. On va faire réagir Thierry Amouroux qui va vous répondre. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Nadia de Paris, Thierry Amouroux? Malheureusement, nous, on a vu évoluer l'hôpital entreprise. C'est-à-dire qu'avec la tarification à l'activité, vous êtes dans une logique qui entraîne une perte de sens, justement, pour les soignants. Parce que nous, on veut être infirmière à l'hôpital et l'administration, une technicienne spécialisée dans une usine à soins qui coche des cases qui correspondent à des actes à tarifer, injection, pansement, mais pas du tout ce qui fait notre cœur de métier, l'accompagnement, la relation d'aide, l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, pour décoder le discours médical, rassurer les patients, les accompagner dans leur chemin de vie avec la maladie. Et ça, c'est une vraie perte de sens, parce que nous, lorsqu'on rentre dans ces professions, justement, on est porteur de certaines valeurs, que pendant notre formation, on nous enseigne que chaque patient est unique et doit être traité comme tel. Et puis, à arriver à l'hôpital, on nous parle de groupe homogène de malades, GHM, de groupe homogène de séjour, GHS, donc qui est une logique industrielle qui peut peut-être fonctionner pour des boulons ou des boîtes de sardines, mais certainement pas pour une prestation de soins. Parce qu'avoir l'appendicite, c'est pas la même chose à 20 ans ou à 80 ans. Oui. C'est pas la même chose si vous n'avez aucune appréhension par rapport au bloc opératoire ou si vous avez un de vos proches qui est mort sur la table d'opération. Ouais, nous sommes des numéros, quoi. C'est toute l'individualisation des soins et c'est ça le cœur de métier infirmier. On a du mal à faire valoir nos compétences autonomes. On nous réduit souvent à un exécuteur d'une prescription médicale. Il nous reste 1 minute 20, très court Tom Conan, très court Thierry Amouroux. Sans vouloir passer en fait pour le Startup Nation friendly, etc. Moi, je voudrais quand même rendre hommage à une boîte qui s'appelle Doctolib. Parce que je suis désolé, c'est une boîte française déjà, et ensuite qui est quand même extrêmement pratique. Je sais que ça ne concerne pas l'hôpital, bien sûr, mais pour la médecine de ville, ça permet quand même parfois de prendre des rendez-vous en urgence parce que justement, on nous propose énormément de praticiens dans un certain secteur géographique, et y compris pour des personnes qu'on n'a jamais vues, pour certains médecins en tout cas qui l'acceptent. Donc ça a quand même permis de faciliter grandement l'efficacité dans la prise en charge. Thierry Amouroux, en 30 secondes, c'est un progrès, Doctolib ? Ça permet de fluidifier les examens, mais pour l'utilisateur final, je peux vous dire que c'est simple. Pour avoir des examens, il faut que vous ayez des soignants. Et moins vous avez de médecins ou d'infirmiers dans les consultations, moins vous aurez de places de consultation Doctolib. Merci beaucoup Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, le SNPI. Notre grand débat, manque de soignants, lits fermés, veut-on la fin de l'hôpital public? Eh bien, vous êtes 94,2% à dire oui sur Twitter. Tout de suite, on va prendre la direction d'Aix-en-Provence pour une pièce qui va se jouer samedi et qui est très originale. Ce sont les lettres érotiques d'Anaïs Nin et de Henri Miller, mais elles vont être dites de manière un peu, même très, très originale. Vous avez réservé votre place, bien sûr. Non, parce que je ferai les vraies voix.